Voilà comment on se présente ici. Vous allez donner votre nom et prénom, nous dire, vous nous suivez depuis où, le pays, ça suffit, et aussi nous dire un peu si vous avez des expériences dans la thématique que nous voulons aborder, à savoir le management de la qualité. Et je vais aussi m'intéresser si vous avez aussi des, des b.a.-ba en termes de management euh, des projets. Donc voilà un peu si vous avez des notions, si vous avez des connaissances en ce thème et même des expériences, vous pouvez rapidement brosser ça et aussi en quelques secondes partager avec nous euh, quelques-unes de vos attentes par rapport à cette formation. De l'autre côté, là, on sera en train de noter et comme on est là pour 2 jours, on va faire le point à la fin pour voir si on a pu vraiment répondre à vos attentes. Ok. J'espère qu'on peut s'accorder comme ça. Si tel est le cas, nous allons commencer par Monsieur Alassane. Allô? Oui, oui. Non, 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 je vais même démarrer la formation. Hmm. Oui. Oui, 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 oui. Ah, hmm. Lundi. Bon, j'ai fait ça il y a longtemps, il faut que je me renseigne. Je vais me renseigner. Hmm, hmm. Ok, 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 merci beaucoup. Hmm, ok, à tout à l'heure. Ok, merci. Ok, merci, monsieur Alassane. Vos attentes, bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Oui. Hmm. Ok, merci beaucoup. On va passer à monsieur Augustin Bigneto. Monsieur Augustin avec nous. Monsieur Augustin, ok, on va passer. Monsieur Bonaventure. Hmm. Oui, bonsoir. Hmm. Ok, super. Oui, vos attentes? Lien entre suivi et évaluation de qualité ou bien de projet? Ok, ok. Merci. On va passer à monsieur Clément Yoto. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ça va.
Ok, super. Oui, au suivant, monsieur, oui, Galbert Semavo. Ok, merci beaucoup. Entre-temps, Madame Karamatou nous a rejoint. On va s'en passer parce que elle va suivre un peu comment les autres se sont présentés, comme ça elle va se présenter aussi. Madame ou bien Monsieur Kwandeka Tumu. Ah, désolé, c'est Madame. Oui, allez-y. Oui. Mm. Ok, ok, super. Monsieur et Madame Latina Yami. Ok, ok, merci beaucoup. Pataya Dakita David. Monsieur, Madame, je ne sais pas trop. Monsieur Pataya. Ok, Madame Valérie. Ah, c'est monsieur. Désolé. Ok, merci beaucoup. Et Monsieur Yombo Bossima. Mais c'est Madame, désolé. Yombo Bossima. Ok, Madame Karimatu Naimi. Oui, bonsoir. Oui. Ok, super. Ok, merci. Oui, Madame Naimi. Vous avez compris maintenant? Oui.
Ok, super. Monsieur Daouda Diomandé. Oui. Mm, mm. Ok, merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Noël Vaillant. Je vois Noël Vaillant. Oui, vous avez suivi un peu. Oui, oui, allez-y. Mm, mhm. Ok, super. Mm, oui. Ok, merci beaucoup à tout un chacun. C'est intéressant. Nous avons vraiment un ensemble de participants mixtes, certaines personnes qui ont des notions en termes de management de qualité, d'autres qui aspirent à avoir des notions, d'autres qui sont en cours de formation. C'est intéressant, ça veut dire que nos échanges seront vraiment très enrichissants. Je vais aussi m'apprêter au même exercice. Je suis Jacques Tayora pour ceux qui ne me connaissent pas. Je réside au Bénin et je suis euh, gestionnaire de formation, donc beaucoup plus en entrepreneuriat et gestion de projet. Donc je travaille au Bénin, précisément je suis basé à Parakou et depuis lors je suis dans tout ce qui est projet. Donc, je suis aussi consultant indépendant. Donc, j'ai eu à faire plusieurs consultations dans plusieurs structures. Vous avez entendu un des camarades qui parlait de Jura Afrique. J'ai fait une consultation avec cette ONG-là pour les renforcer sur la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines. Donc, il y a beaucoup d'autres structures comme ça. Donc, en dehors des formations que je fais exclusivement en ligne, il y a aussi des formations en présentiel que j'offre aux entreprises en termes de consultation. Donc, actuellement, je suis coordinateur national d'un modèle de financement dans la filière soja au Bénin ici. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là, un peu pour montrer que je suis un peu dedans et avec plusieurs années d'expérience et ces moments que nous allons passer ensemble, ça sera, désolé, ces moments que nous allons passer ensemble, ça sera beaucoup plus des moments de partage. Donc, pour ceux qui suivent pour la première fois nos formations, je vais me donner à l'exercice de présenter le cours en maximum 30 à 35 minutes. Et après, vous allez noter les questions et surtout les apports. Je suis souvent intéressé par des apports, des commentaires. Donc, pour pouvoir enrichir cette formation. C'est vrai que dans ma présentation, ça sera un peu parfois interactive. Et aussi, nous allons faire le débat général. Donc, si vous avez des questions, vous les notez. Donc, nous allons finir la présentation, nous allons maintenant passer aux questions et faire maintenant le débat général. Donc, cette formation est pour ceux qui n'ont pas l'information, c'est un parcours de compétences qui a commencé depuis août.
Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites pour le parcours de compétences. Donc, et dans ce parcours de compétences, nous avons plusieurs modules. Et dans ces modules, nous avons le management de la qualité dans un projet ou bien dans un programme. Donc, avant de commencer la formation proprement dite sur sa version payante, nous offrons souvent 2 jours gratuits de cette formation pour pouvoir donner des bases et aussi rentrer en contact avec certaines personnes pour susciter en eux ce désir-là de pouvoir approfondir leurs connaissances ou bien de gagner encore en termes de connaissances et d'expérience. Donc, nous allons travailler pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, de 20h à 21h30, au plus tard 22h, nous devons arrêter. Et le samedi, nous débutons souvent avec la version payante. Donc ici, ce sera beaucoup plus des séances basiques et aussi des séances d'information aussi qui seront aussi guidées selon aussi les débats que nous allons faire et autres. Donc soyez vraiment libres, soyez vraiment à l'aise. Donc nous sommes venus pour tous apprendre. Je suis venu aussi pour apprendre de vous. Alors, qu'est-ce que nous allons voir pendant ces 2 jours? Le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons parler de quelques généralités sur la qualité. Ensuite, nous allons parler des sources de la qualité. Pourquoi on parle de la qualité? Nous allons aborder quelques notions en termes de coût de la qualité. On va définir c'est quoi l'assurance qualité, c'est quoi le contrôle qualité et surtout faire la différence et aussi expliquer quand est-ce qu'on parle de l'assurance qualité, quand est-ce qu'on parle de contrôle qualité, pourquoi le contrôle qualité, pourquoi l'assurance qualité et nous allons faire le débat. Demain, nous allons avoir une séance beaucoup plus pratique. Demain, ça sera plus pratique. Nous allons voir les techniques de contrôle qualité et nous allons terminer par l'élaboration d'un plan de gestion de la qualité. Donc, nous allons présenter un outil et si le temps nous permettait, nous allons prendre un cas pratique ensemble, nous allons traiter pour pouvoir élaborer ou bien faire un essai de plan de gestion de la qualité. Donc, voilà ce que nous aurons à faire pendant ces 2 jours. Voilà. S'il n'y a plus d'observations, ou bien s'il n'y a plus de questions ou bien d'avis, nous allons commencer. Nous avons accusé suffisamment de retard. Alors, on va se poser des questions. Quoi la qualité? C'est quoi le management de qualité? C'est quoi la maîtrise de la qualité? Le système management de la qualité, le contrôle de qualité et la démarche qualité. Je vais permettre à 2 personnes de se prononcer sur la notion qu'ils maîtrisent le mieux. 3 volontaires juste en 20 secondes, 20 secondes. Si vous avez juste une notion, vous avez des connaissances sur une des notions, vous levez la main et vous partagez avec nous cette connaissance-là. Rapidement. Vous choisissez n'importe laquelle. Hein. Vous choisissez n'importe laquelle. L'ordre importe peu. Rapidement. On est venu pour tous apprendre hein, et il n'y a pas d'intervention bête ni irréfléchie. Oui, quelqu'un a allumé son micro. Qui veut réagir? C'est Monsieur Galbert. Oui, Monsieur Galbert, allez-y rapidement. Oui. Oui, Monsieur Galbert, on ne vous entend plus. Oui. Le contrôle qualité, oui, on vous écoute. Oui. Oui. Vérifier si les prescriptions des cahiers de charges ont été respectées en termes de prévision dans l'application des procédures d'exécution
Voilà, c'est une comparaison des prévisions par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Ok, merci. C'est ce que je peux dire. Merci, c'est noté. Donc, c'est cette vérification qui constitue le contrôle qualité. Ok. Oui, monsieur Yves Agani. Oui, bonsoir, chers tous. Euh, on me nomme Yves Agani. Je veux prendre contrôle qualité comme mon prédécesseur l'a pris au niveau du contrôle qualité. À mon humble avis, je suis dans l'agriculture. Euh, la qualité se prend en fonction, le contrôle de la qualité se fait en fonction de l'exigence du cahier de charge, de ce que le, euh, comment on appelle, l'employeur veut, genre des normes qu'il veut que un produit ou bien la réalisation d'un travail soit respecte. Je ne sais pas si vous avez compris au fait. Ok, super. Beaucoup de notions sont sorties. J'ai entendu parler de normes, j'ai entendu parler de livrable, j'ai entendu parler de respect, de très belles choses que vous dites. Oui, Madame Karimat, la dernière personne pour réagir. Ok, bon, pour moi, la qualité, on peut dire que c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Ok, super. Ça, Mhm. c'est la définition de la norme ISO. Ça. Voilà. Je Ok, commence. Merci pour vos différentes interventions. Vous avez vraiment dit ce qu'il fallait. Quand on parle de qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Donc, il y a noté trois mots essentiels là. Premièrement, aptitude. Caractéristique, on va parler beaucoup plus d'intrinsèque. Et le mot le plus important qui est dans la définition, que peu importe les tournures que vous allez utiliser, c'est exigence. Sans exigence, on ne peut pas parler de qualité. Pour pouvoir parler de qualité, il faut forcément une exigence en amont et aussi en aval. Et c'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir que en termes de qualité, nous avons plusieurs normes. Quand je viens au niveau du management de la qualité, un ensemble d'activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité et visant en particulier à fournir un produit conforme. En gestion de projet, on va parler de livrables, à accroître la satisfaction des clients en matière de projet. En matière de projet, on va parler beaucoup plus ici des parties prenantes. Et troisième, améliorer continuellement son système. Donc, voilà les trois choses importantes qu'il faut retenir en fait en termes de management de la qualité. En termes de maîtrise de qualité, c'est l'évaluation de la conformité par observation et jugement accompagné si nécessaire de mesures, d'essais ou de calibrage. En termes de système de management, c'est beaucoup plus la définition de ISO 9000. C'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques et des objectifs et des processus pour atteindre des objectifs. Ici, il y a des éléments clés qui doivent attirer votre attention. Vous allez voir, on a parlé de politique, on a parlé d'objectifs et on a parlé de processus. Ces trois mots sont vraiment très importants pour le système de management de la qualité. Ici, pour cette phase, on n'aura vraiment pas le temps de pouvoir montrer comment concevoir un système de management de qualité, sa mise en place jusqu'au au suivi. Mais il y a un autre creuset qui est disponible qu'on peut après utiliser euh, euh, à la longue. Ensuite, nous avons le contrôle qualité. Il y a des gens qui ont essayé de définir et c'est exactement ça, c'est de satisfaire des exigences relatives à la qualité. Un peu plus loin, je vais revenir encore dans ces détails-là pour vraiment encore entrer en profondeur pour vous donner suffisamment de notions sur la question.
en termes de démarche de la qualité qui est très importante parce que toute organisation aujourd'hui doit vraiment rentrer dans ce registre-là. La démarche qualité, c'est l'organisation de la qualité en général en elle-même. Ça veut dire qu'une structure qui n'a pas une démarche qualité, ne pourra pas satisfaire les clients si c'est une entreprise commerciale, ne pourra pas atteindre ou bien ne pourra pas sortir les livrables attendus par les partenaires ou bien les parties prenantes. La deuxième chose, ne pourra vraiment pas évoluer comme cela le dit, puisque la qualité a une triade. La triade de la qualité, nous avons le coût, nous avons le délai et nous avons aussi les ressources qui sont là que nous avons mis aussi à disposition. Donc tout ceci doit être géré. Quand on dit triade, c'est-à-dire quand vous touchez au coût, c'est que vous avez des problèmes au niveau du délai et au niveau des ressources. Quand vous touchez aux ressources, vous avez des problèmes au niveau du délai et aussi au niveau du coût, ainsi de suite. Donc quand l'un est touché, et il impacte l'autre. Et par conséquent, la qualité est touchée. Le même exercice, je vais faire le même exercice ici pour définir le plan de gestion de la qualité. J'ai dit demain, on va apprendre ensemble comment élaborer un plan de gestion de la qualité, les différentes étapes à suivre, puisque un plan de gestion de la qualité, c'est un document qui décrit les politiques, les procédures, les critères et outils de gestion de la qualité et aussi ça dit comment cela sera appliqué dans un projet. Donc, c'est un grand document à élaborer, mais moi, je vais beaucoup plus utiliser un outil simple que j'utilise souvent. Mais quand c'est dans un grand projet ou bien dans un grand programme, c'est un document en bonne et due forme. Je pourrais peut-être partager avec vous, si on n'a pas eu le temps d'évoluer, des documents dans ce sens et que peut-être vous pouvez lire. Mais ceux qui vont passer à la version payante, on aura beaucoup plus de temps puisque là, on parle de 3 semaines et où chaque soir nous allons travailler, donc on aura suffisamment le temps d'élaborer le document en bonne et due forme. Ensuite, nous avons la satisfaction des parties. Quand on parle ici des parties, il s'agit aussi des parties prenantes. Donc, voilà, il s'agit des parties prenantes. Donc, elle mesure dans quelle mesure les attentes et les exigences des parties prenantes ont été satisfaites. Dans un projet, c'est une chose de satisfaire les exigences du projet, c'est une autre chose de satisfaire les attentes des parties prenantes. On appelle parties prenantes ceux-là qui ont un intérêt directement ou indirectement dans l'exécution d'un projet. C'est comme par exemple, je veux par exemple je veux exécuter un projet pour sensibiliser les femmes sur les méthodes contraceptives. Les femmes ici, peut-être de 18 jusqu'à l'âge de la ménopause seront les parties prenantes directes. Les parties prenantes indirectes ici, ce sera peut-être les copains de ces femmes-là ou bien les maris de ces femmes-là, ou bien les enfants aussi qui peuvent être des parties prenantes, mais là, ça sera indirect. Donc, quand on parle de parties prenantes, il faut voir aussi ces deux volets. On a aussi des parties prenantes d'accompagnement, à savoir, si je prends l'exemple que j'ai donné, les centres de promotion, par exemple, sociale, les centres de promotion sociaux du moins, nous avons aussi les hôpitaux et autres, donc le ministère de la Santé qui sont aussi des parties prenantes, mais eux d'accompagnement. Nous avons aussi on ne peut pas parler de management de la qualité sans parler des standards et des normes de la qualité. Nous avons plusieurs normes et la norme qui va nous intéresser ici, c'est celle qui concerne le management de la qualité qui est la norme ISO 9001. Donc, on va voir un peu plus loin. Donc, une norme ou bien les standards, ce sont des spécifications techniques et des critères de performance établis par des organismes reconnus comme ISO qui servent de référence pour garantir la qualité dans un projet. Les non-conformités, très, très, très important en termes de management de la qualité. D'ailleurs, même quand on fait du management de la qualité du moins, notre focus est beaucoup plus sur les conformités et les non-conformités. On va voir un peu plus loin
loin la gestion de la conformité, de la non-conformité. Et aussi, quand on va arriver au niveau des coûts de la qualité, on va voir comment on évalue ces différentes notions-là. Le processus de qualité est un ensemble d'activités coordonnées qui transforme un intrant en produit fini conforme aux exigences de la qualité. Alors, comment améliorer la qualité dans une entreprise, dans un projet, dans un programme? Comment on peut améliorer la qualité? Deux éléments à retenir. Le premier élément, c'est identifier les éléments, c'est identifier et éliminer les non-conformités. Je l'avais dit précédemment. Donc, on doit avoir un focus sur les non-conformités, donc non-satisfaction d'une exigence. Donc, il y a aussi des méthodes, des outils de résolution à travers on a plusieurs, le brainstorming par exemple. La deuxième des choses, c'est en diminuant les coûts de non-qualité. Quand on sera au niveau des coûts de qualité, on va y revenir. Il faut diminuer les coûts de qualité puisque on a les coûts de prévention, on a les coûts d'évaluation, on a les coûts de conformité et les coûts de non-conformité. Voilà les quatre coûts qu'on parle. Voilà les quatre coûts dont on parle en termes de management de qualité. Pour ceux qui notent, je reprends. Nous avons le coût de prévention, le coût d'évaluation, le coût de non-conformité, le coût de conformité. Donc, c'est la somme de ces quatre coûts-là qu'on appelle le coût total de la qualité. Donc, il ne faut pas confondre aussi le traitement des non-conformités et les actions correctives. Les traitements de non-conformité se font au cours de l'assurance qualité, alors que les actions correctives se font au moment du contrôle qualité. Je répète, le traitement des non-conformités se font beaucoup plus au niveau de l'assurance qualité, mais les actions correctives se font au niveau du contrôle qualité. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre. Autrement dit, il ne faut pas confondre assurance qualité et contrôle de qualité. Alors, nous avons expliqué c'est quoi la qualité, les notions autour. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas la qualité? Il faut aussi le dire. Premièrement, la qualité n'est pas uniquement la ressource, la réponse aux besoins exprimés par un client, par une partie prenante, mais aussi les besoins implicites. C'est comme un client, vous avez un hôtel, un client vient un client appelle pour pouvoir réserver pour 2 personnes, c'est-à-dire des chambres pour 3 nuits. Il ne suffit pas de faire des réservations, puisque si on réserve juste la chambre, on a d'une part répondu aux besoins. Mais si la chambre ne répond pas aux attentes de ces personnes, vous voyez, il y a une partie qu'on n'a pas pris en compte. Donc, il faut que la chambre aussi puisse répondre aux besoins ou bien aux attentes implicites de ces personnes-là. Donc, aussi, la qualité n'est pas une excellence. Donc, ce n'est pas parce qu'on est excellent ou bien dans notre travail qu'on fait un travail de qualité. Vous allez entendre souvent des gens dire, ah, ce monsieur-là, il fait vraiment un travail excellent, un travail de qualité. Attention, on peut faire un travail excellent qui n'est pas un travail de qualité. La qualité ne répond pas à des exigences techniques très pointues. Il faut aussi dire qu'il ne faut pas, en termes de management de la qualité, si on est aussi trop perfectionniste, on risque de dire que la qualité n'a pas de sens. Il y a un proverbe qui dit souvent que si on juge, est-ce que c'est un proverbe, je vais dire un adage, si on juge un poisson à sa capacité à grimper l'arbre, le poisson passera toute sa vie à se dire qu'il est inutile. Or, on devait le juger par rapport à sa capacité de nager. Donc, c'est pareil ici. Donc, en termes de management de la qualité, il faut vraiment aussi faire un peu attention à un certain nombre d'éléments qu'on va voir un peu plus loin. Alors, quelles sont les composantes de la qualité? Quelles sont les composantes de la qualité? Nous avons la qualité externe et la qualité interne.
La qualité externe, comme ça se dit, c'est externe au projet, c'est externe à l'entreprise, alors que la qualité interne concerne nous qui travaillons dans le projet. Quand je prends la qualité interne, son objectif, c'est premièrement améliorer l'efficacité des processus externes, c'est-à-dire quelles sont les procédures qui sont dans la maison, quelles sont les procédures comptables, que dit le manuel de procédure, pour telle activité ou bien pour telle action, quelles sont les procédures à respecter pour les mettre en œuvre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, la qualité interne, le deuxième objectif de la qualité interne, c'est de réduire les erreurs, les gaspillages et les coûts liés à la non-qualité, c'est-à-dire la non-conformité. Et troisièmement, c'est de garantir une meilleure coordination entre les équipes, les départements, la hiérarchie, etc. Donc, quand tout ceci est respecté, on peut parler de qualité interne dans un projet ou bien dans une organisation. Donc, vous pouvez comprendre avec moi que quand on parle de qualité interne, c'est beaucoup de choses que ça implique. Donc, premièrement, il faut avoir les documents à jour, à savoir les manuels de procédure, les règlements intérieurs, les statuts et règlements, disposer aussi des processus ou bien des procédures pour pouvoir faire telle ou telle chose. C'est très important. Donc, cela va permettre de pouvoir vraiment enclencher une très bonne démarche qualité. Ensuite, nous avons parlé de la qualité. Attention. Ensuite, nous avons parlé de la qualité externe. Je le disais tantôt, c'est tout ce qui est externe à l'entreprise ou bien au projet. Et c'est relatif au livrable, que nous voulons faire ressortir. Et ça va aussi relier la satisfaction ou bien la fidélité des clients ou bien la satisfaction des parties prenantes. C'est comme par exemple la structure, une population, par exemple, vous demande quelque chose à faire ou bien vous présente quelques doléances et au lieu de répondre à ces doléances, vous allez répondre à autre chose. Donc, la qualité externe prime la satisfaction et la fidélité, prime sur la satisfaction et la fidélité des clients. Ensuite, renforcer l'image de marque et la réputation du projet ou du programme ou bien de l'entreprise. Donc, manager la qualité veut dire prendre en compte ces deux aspects, la qualité interne et la qualité externe. Malheureusement, beaucoup de personnes se focalisent beaucoup plus sur la qualité externe, puisque c'est ce que beaucoup de personnes vont voir. Donc, beaucoup de personnes travaillent, surtout les entreprises, travaillent beaucoup plus sur la qualité externe. Or, normalement, il faut plus investir dans la qualité interne, puisqu'il faut renforcer le personnel, il faut former le personnel, il faut outiller aussi le personnel, il faut mettre le personnel à l'aise, mettre les procédures qui vont faciliter le personnel à travailler dans de très bonnes conditions et cela ne peut que refléter de bonnes choses à l'externe. Et là, nous allons parler de qualité. Alors, on va se poser la question sur les sources de la qualité. En réalité, quand quelqu'un dit je suis spécialiste en management de projet, cela implique que la personne est capable de pouvoir élaborer la théorie de changement d'un projet, mettre en œuvre cette théorie, ajuster cette théorie et évaluer cette théorie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette personne doit être capable de pouvoir conduire un projet depuis la phase de la formulation du projet jusqu'à la phase de la clôture du projet. Et troisièmement, cette personne doit être capable de pouvoir gérer efficacement un personnel ou bien du personnel. Donc, dire que je suis spécialiste en management de projet, ça veut dire que je suis capable d'élaborer une théorie de changement, conduire le projet et aussi gérer du personnel. Et vous allez voir, quand on parle de conduite de projet, quand on dit que je suis spécialiste en conduite de projet ou bien expert en conduite de projet, ça implique aussi 5 niveaux. Le développement de systèmes d'information doit être capable de pouvoir développer un système d'information, le mettre en œuvre et aussi de le suivre jusqu'à l'évaluation et produire aussi des documents. On doit être capable aussi de gérer
un projet, parce que quand on dit conduire un projet, c'est un niveau beaucoup plus élevé en termes de gestion de projet. Donc, la conduite de projet est à un niveau plus élevé que la gestion de projet. Donc, conduire un projet veut dire développer un système d'information, gérer le projet, gérer la qualité, gérer les configurations et gérer la documentation. Dans les attentes, quelqu'un disait qu'il voulait un peu voir quelle est la différence entre le suivi-évaluation et le management de la qualité. Le suivi-évaluation, quand on dit le suivi-évaluation, le suivi est une étape, l'évaluation est une autre étape. Le suivi est permanent. Une fois que vous démarrez, si vous démarrez le projet aujourd'hui, 15 janvier 2025, le suivi est enclenché. Si le projet devait finir le 15 janvier 2030, c'est à cette date-là que le suivi s'arrête. Alors qu'au niveau de l'évaluation est périodique. Nous avons l'évaluation de départ qui va faire sortir les données de référence pour permettre au suivi évaluateur dans sa matrice de suivi-évaluation de pouvoir faire ressortir les données de référence. Qu'est-ce que j'appelle données de référence? Je vous donne un exemple. De par mon premier exemple, nous voulons renforcer les femmes ou bien former les femmes sur les méthodes contraceptives à Parakou par exemple. Ok, vous n'allez pas me dire qu'en 2025, qu'aucune femme ne maîtrise les méthodes contraceptives. On suppose qu'on veut former 10 000 femmes. Donc, il y aura une étude qui doit être faite pour nous dire sur le nombre total de femmes que nous avons à Parakou, combien ont une très bonne maîtrise des méthodes. On suppose qu'on trouve 100. C'est un exemple que je prends, on trouve 100. Donc, les 100 que nous avons au démarrage de notre projet, c'est ça qu'on appelle les données de référence. Donc, dans la matrice de suivi-évaluation, pour cet indicateur, par exemple, à atteindre, le suivi-évaluateur aura à mettre 100. Et maintenant, pour l'indicateur final, il va mettre 10 000. Ça veut dire qu'au démarrage, nous avons 100 femmes qui ont la maîtrise et nous voulons qu'à la fin, d'ici 5 ans, 2 ans, je ne sais pas trop, nous voulons avoir 10 000 femmes. Donc, c'est ça les données de référence. Donc, quand nous allons commencer, c'est ça l'évaluation de départ, nous allons avoir l'évaluation à mi-parcours qui généralement, si c'est pour un projet de 5 ans qui se fait à partir de la deuxième année jusqu'à la troisième année. Ensuite, nous avons l'évaluation finale qui vient à la fin du projet. Et enfin, nous avons l'évaluation post, c'est-à-dire qui vient au moins 2 ans après la fin du projet. C'est-à-dire que si le projet devait finir en 2030, ça veut dire qu'en 2032, nous aurons maintenant une autre évaluation qu'on appelle souvent l'évaluation d'impact du projet. Donc, vous voyez, donc c'est à ce niveau-là. Donc, à chaque étape du processus que nous allons faire, une fois que le suivi a démarré dès notre projet, l'assurance qualité aussi déclenche. Parce que l'assurance qualité va intervenir pour se rassurer sur tous les processus pour exécuter une activité. On suppose que pour exécuter une activité, il faut rédiger un TDR qu'il faut introduire au chef projet. Le chef projet va donner son avis sur le TDR, va affecter au service financier. Le service financier va voir si il y a une conformité en termes budgétaires, si la ligne existe, ainsi de suite, et fait maintenant le retour au chef projet maintenant pour donner maintenant le retour à celui qui doit exécuter l'activité. Il va, il exécute l'activité. Quel est le rapportage qu'il doit faire, dans quel délai, est-ce que la mission a été bien faite, ainsi de suite. Tous ces processus-là, quand c'est suivi, c'est ça qu'on appelle l'assurance qualité. L'assurance qualité se fait pendant l'exécution du processus. Donc, c'est ça qu'on appelle l'assurance qualité. Maintenant, à la fin, quand il va finir, il y a un livrable qui devait déposer. Ou bien à la fin du projet, il y a des livrables qui devaient sortir. Qu'est-ce qu'on devait avoir? Qu'est-ce qu'on devait toucher de manière tangible? Le fait de comparer pour voir ce qu'on devrait avoir et ce qu'on a eu, c'est ça qu'on appelle le contrôle qualité. Ça veut dire quoi? Je donne déjà la différence. Le contrôle qualité est en aval de l'activité, alors que l'assurance qualité, c'est d'abord en amont du moins et pendant l'activité.
Donc, voilà pourquoi les deux, en fait, sont liés. On ne peut pas parler de suivi-évaluation sans parler du management de la qualité. C'est pour cela que vous allez voir dans les flèches, on a relié au niveau de la conduite de projet, la gestion de projet et en même temps la gestion de la qualité. Et vous allez voir, quand on parle de gestion de qualité, on parle de quoi? De l'assurance qualité et de contrôle qualité. Et quand on parle de gestion de projet, c'est beaucoup plus les délais et les coûts. Est-ce que ce qu'on a voulu faire, on a pu le faire dans le délai imparti et aussi le coût? Donc, quand on parle de délai et de coût, on fait référence à l'efficience et l'efficacité. Donc, voilà un peu, nous avons la gestion de la configuration et la gestion de la documentation qui est beaucoup plus la rédaction des documents techniques, à savoir les rapports de suivi, les rapports d'évaluation, les rapports de performance, les rapports et d'autres documentations qui peuvent être utiles au projet. Donc, vous pouvez voir dans ce schéma la position de la gestion de la qualité. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on est gestionnaire de projet sans maîtriser la gestion de la qualité. Ça veut dire que votre formation n'est pas complète. Il faut vraiment chercher à vous faire former en termes de gestion de la collecte et de la qualité, du moins. Alors, on poursuit. Quand on parle de coût de la qualité, je l'avais dit tantôt, nous avons quatre catégories de coûts de la qualité. Nous avons le coût de prévention, le coût d'évaluation, le coût de non-qualité et le coût de qualité externe. Le coût de prévention ou bien les coûts de prévention, ce sont des dépenses qui sont liées aux activités visant à éviter les défauts ou à garantir la qualité dès le départ. En exécutant une activité dont parce que quand, je ne sais pas trop si vous savez de quoi il va parler, le cadre logique, normalement, si vous avez fait de la gestion de projet, vous devez savoir de quoi je parle. Dans le cadre logique, il y a une colonne où on parle des hypothèses et des risques. Ça veut dire que pour chaque activité, vous avez formulé des hypothèses. Les hypothèses, c'est quoi? C'est que quelles sont les conditions à remplir pour qu'une activité se déroule dans les bonnes conditions. Donc, quand on formule cela, ça veut dire que déjà, on connaît déjà les risques qu'il y a par rapport à cette activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prévenir cela? Parfois, dans les actions à mener, il nous faut dépenser peut-être de l'argent. Je prends un exemple que nous vivons actuellement. On suppose que nous avons une commune qui est une cible où nous devons mener une activité. Et tout le monde sait que pour se déplacer de là où se trouve le siège, par exemple, du projet, pour aller à là où nous devons faire notre intervention, tout le monde sait que le transport peut-être c'est 10 000. Mais malheureusement, au milieu, peut-être, il y a de l'insécurité, où il y a des braquages, où peut-être il y a des extrémistes qui sont aussi là. Donc, il faut forcément faire un contour pour pouvoir aller là-bas, pour toucher notre cible, ce qui va nous faire des fonds complémentaires, ce qui va nous amener peut-être à dépenser peut-être plus de 50 000 encore, au lieu de dépenser 10 000 francs. Vous voyez? Donc, ça, c'est un risque que nous avons détecté. Donc, pour pouvoir prévenir, pour ne pas faire risquer des gens, donc on prend un contournement et ce contournement, ça fait des coûts. Donc, on peut considérer ça comme aussi des coûts préventifs. Il y a aussi une activité qu'on doit mener et on n'a pas l'expertise. Et c'est une activité qui sera menée durant tout au long du projet. Donc, au lieu de chaque fois prendre des consultants pour le faire, on peut prendre un consultant qui va former le personnel. Donc, ça, par exemple, c'est un coût préventif. Donc, il y en a assez. Donc, cela permet de réduire les défauts dès la conception, dès la mise en œuvre des activités. Et ces coûts-là sont souvent évalués. Deuxième, nous avons les coûts d'évaluation. Ce sont des coûts qui concernent les efforts pour vérifier que les produits ou bien les services respectent les normes de qualité. Donc, on va parler d'inspection, on va parler d'audit, on va parler d'évaluation de performance et de surveillance de processus. Donc, aujourd'hui, vous allez voir pour les projets, on a les évaluations internes, c'est-à-dire qui sont faites par les membres du projet même, c'est-à-dire vous êtes dans le projet, et nous avons les évaluateurs externes où on recrute des consultants, ceux-là qui n'ont même aucune notion ou bien aucune connaissance du projet, qui viennent avec un œil extérieur pour pouvoir donner leur avis, leur appréciation
et à la fin, ils finissent toujours par des recommandations pour améliorer notre gestion. Donc, ces coûts-là, on va les appeler des coûts d'évaluation. Ensuite, nous avons les coûts de non-qualité ou bien de non-conformité que d'autres vont appeler les coûts de non-qualité interne. Donc, qui sont des coûts qui surviennent lorsqu'un produit ou bien un service ne respecte pas les standards, mais que le problème est détecté avant la livraison au client ou bien aux parties prenantes. C'est comme un projet, par exemple, qui est venu pour pouvoir faire des pompes dans des communautés données. Or, les pompes, la communauté avait peut-être dit qu'elle veut des pompes qu'on presse avec la main. Et dans la mise en œuvre, les gens ont mis des pompes qu'on presse avec le pied. Donc ici, il y a les deux systèmes. Donc, or, l'échéance, c'est peut-être dans 2 mois. Et la dernière visite, ou bien le dernier suivi a remarqué qu'au lieu de main, c'est de pied. Donc, il faut changer de pied en main. Donc, ça va engendrer des coûts puisque le projet n'avait pas prévu cela. Donc, ça va amener à faire quoi? À retoucher le produit ou bien à retoucher la pompe que nous avons faite. Donc, ça nécessite encore des coûts. Nous avons les coûts aussi de qualité externe qui, ça intervient quand on a déjà fini, on a livré. On suppose que quand on a fini de faire les pompes, on a fait avec les pieds et on a livré. Le jour de l'ouverture, la communauté qui est là, la communauté dit non. Nous, on n'avait pas dit qu'on veut à pied, on avait dit qu'on veut à main. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans un contexte de pouvoir reprendre encore pour pouvoir répondre aux exigences. Donc, voilà. Le coût préventif, son objectif, c'est de réduire les défauts. Le coût d'évaluation, c'est d'identifier les problèmes avant qu'ils n'atteignent le client ou bien les parties prenantes. Le coût de non-qualité interne, c'est de réduire les impacts négatifs sur les productions et sur les délais. Et enfin, le coût de non-qualité externe, c'est de minimiser les conséquences sur la satisfaction client et la réputation. Donc, vous ne pouvez pas faire du management de la qualité sans avoir à l'esprit ces 4 catégories de coûts de la qualité. Donc, alors, on va se poser la question, alors, c'est quoi le coût de la qualité? Le coût de la qualité, c'est l'ensemble des coûts engagés par une organisation pour garantir ses produits ou bien services, pour garantir que ces produits ou bien services répondent aux exigences de qualité. En termes d'importance, pourquoi c'est important de faire attention au coût de la qualité? Attention, pourquoi c'est important de faire attention au coût de la qualité? Premièrement, ça nous permet de pouvoir optimiser les ressources. Deuxièmement, de s'améliorer de jour en jour, avoir un avantage concurrentiel et aussi de satisfaire les clients ou les parties prenantes. Donc, pour pouvoir réduire les coûts de qualité, parce que vous comprenez avec moi, avec les définitions que j'ai données là, plus vous faites d'erreurs, plus vous évoluez dans la non-conformité, plus vous dépensez en termes de coût de la qualité. Donc, il va falloir mettre un accent sur les préventions. On a dit que les préventions vont nous permettre de pouvoir réduire comment on le dit, nous permet de pouvoir répondre au mieux au coût de la qualité. Nous avons l'autonomisation, l'analyse des données et la culture d'amélioration continue. Le point même le plus important de la qualité, c'est l'amélioration continue. Vous allez voir que ce soit en termes de principe, que ce soit en termes d'exigence, on termine toujours par l'amélioration continue. Puisque si on fait une erreur, il faut apprendre de ces erreurs pour que prochainement, on ne puisse plus tomber sur ces erreurs-là. Alors, il y a aussi des formules que vous devez aussi garder pour pouvoir calculer le coût de la qualité. C'est ça qu'on appelle encore le coût total de la qualité. Le coût total de la qualité, ça va faire le coût de conformité plus le coût de non-conformité. Donc, quand vous faites la somme des deux, vous trouvez le coût total de la qualité. Mais quand on va prendre une entreprise qui n'a pas une démarche qualité, le coût total de la qualité fait entre 20 à 30% du chiffre d'affaires. Et le coût
de conformité, le coût de la conformité va faire souvent de 2 à 5% du chiffre d'affaires. Donc, quand vous faites la différence, ça veut dire que le coût de non-conformité va tourner de 5 aussi jusqu'à 30% environ. Donc, quand vous faites la différence. Donc, voilà un peu. Maintenant, en termes de calcul simplifié, quand vous voulez calculer le coût total de la qualité, donc si vous voulez parler de qualité interne et de qualité externe, donc le coût total de la qualité va faire le coût de prévention plus le coût d'évaluation plus le coût de non-conformité interne plus le coût de non-conformité externe. Bon, c'est des montants qui existent quand on formule le projet, c'est des montants qu'on définit souvent. Donc, quand on veut calculer le coût total de la qualité, il suffit juste de faire la somme. Mais quand on veut parler de conformité, de non-conformité, il suffit de faire le coût de la conformité plus le coût de la non-conformité, tout simplement. Les questions, les points d'ombre, tout à l'heure, on va faire le débat et aussi surtout les apports pour nous apprendre aussi des choses. Alors, assurance qualité, contrôle qualité. On en parle souvent, vous allez entendre souvent parmi les gestionnaires de projet, il faut faire l'assurance qualité, il faut faire contrôle qualité. J'avais déjà abordé un peu la différence un peu plus haut. Alors, l'objectif principal de l'assurance qualité, c'est de prévenir les défauts avant qu'ils n'apparaissent. Donc, c'est un peu confondu au suivi en fait. Quand on dit je veux faire de l'assurance qualité, ça démarre par le suivi. Donc, je regarde, telle personne dit qu'elle veut faire telle activité. Si moi, je dois faire l'assurance qualité, je dois regarder de la manière dont la personne a démarré l'activité. Est-ce que les procédures, les processus, les politiques que la personne doit respecter, la personne est en train de les respecter. Si on constate que la personne n'est pas en train de les respecter, ça veut dire que je dois attirer l'attention de la personne, faire des recommandations pour que la personne puisse revenir sur les rails. Ça, je fais de l'assurance qualité. Mais dès que la personne finit complètement, là, l'assurance qualité s'arrête là. Donc, l'assurance qualité dans un projet de développement concerne la mise en place de processus, de méthodologies, de standards pour garantir que les livrables répondent aux exigences. Donc, ça veut dire que normalement, en principe, si quelqu'un finit une activité, on ne peut plus parler de l'assurance qualité. Les exemples d'assurance qualité, d'abord, premièrement, la planification de la qualité. Ça veut dire qu'il faut définir les objectifs de la qualité, les normes et les méthodologies à suivre. Ça veut dire qu'avant que la personne ne puisse démarrer l'activité, la personne connaît les exigences de l'activité. C'est ça, on va parler de normes applicables, de méthodologies et autres. La personne maîtrise normalement. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui ne connaît pas ce qu'elle a à faire. Elle maîtrise correctement ce qu'elle a à faire. Elle maîtrise les étapes, les procédures, les normes, tout. Donc, dans la mise en œuvre, on s'assure que cette personne-là respecte exactement ce qui a été dit ou bien ce qui a été écrit. Donc, élaborer les processus, former l'équipe même. Ça veut dire que toujours dans l'assurance qualité, on doit former. Autrement dit, pour parler d'assurance qualité, c'est qu'on est sûr que cette personne a les aptitudes. Je prends un exemple simple. Toujours dans notre projet de contraception, on a recruté des gens qui ont mis dans leur CV qu'ils ont une bonne capacité d'assimilation, qu'ils ont une bonne capacité de restitution, qu'ils maîtrisent les thématiques, ainsi de suite, on les a recrutés. Et ces personnes doivent aller développer un certain nombre de thématiques. Si je suis chargé, ou bien si vous êtes chargé de faire l'assurance qualité, vous devez d'abord faire des séances avec ces personnes-là pour essayer de connaître quel est leur niveau d'appropriation, bien leur niveau de compréhension, bien leur niveau de maîtrise. Vous pouvez poser des questions, bien leur soumettre à une liste de questions de choix multiples, ou bien engager un débat, ou bien faire un focus group, vous mettez une thématique, ou bien vous mettez un thème là, pour voir comment ils auront à réagir. Là, c'est pour vous assurer que d'abord, ils ont les aptitudes nécessaires, ils ont la capacité qu'il faut, ils ont la compétence qu'il faut. Donc, vous vous rassurez, ça c'est le premier niveau. Ensuite,
Vous allez leur montrer quelles sont les étapes, la pédagogie. Bien vrai qu'ils disent qu'ils le savent, il faut revenir sur ça. Leur parler des normes s'il y en avait, quels sont les objectifs que vous allez suivre. Quand vous allez venir sur le terrain pour suivre, quels sont les éléments que vous allez suivre, quels sont les objectifs que vous poursuivez, quelle est la méthodologie à suivre. Ça, on est en train d'élaborer ou bien de développer des guides ou bien des procédures pour que les gens ne s'écartent pas de ce qu'on a à faire. Il y a la formation qui va suivre et avant de les lancer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de se rassurer qu'ils sont aptes à pouvoir faire le travail. On vient de se rassurer qu'ils ont, même s'ils n'étaient pas aptes, qu'ils ont été formés pour être aptes. On vient de se rassurer que maintenant, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir aller sur le terrain. Donc, vous voyez que quand on dit assurance qualité, ce n'est pas seulement aller sur le terrain pour regarder d'où on a fait l'assurance qualité. Ça veut dire que si vous n'avez pas donné les aptitudes à ceux qui doivent aller faire l'activité, vous avez déjà raté l'assurance qualité. Puisqu'on a parlé de planification de la qualité, de l'élaboration des procédures, de la formation. On va venir maintenant à l'audit du processus, la mise en œuvre des méthodologies et la revue des documents. Donc après, il faut valider les cahiers de charges, spécifications fonctionnelles et les documents techniques. Donc voilà ce qu'englobe l'assurance qualité. Donc l'assurance qualité ne se limite pas à aller voir ce qui se fait, prendre le document, non. C'est bien au-delà de ça. Je l'ai dit en amont, j'ai dit l'assurance qualité vient en amont et pendant l'activité. Donc avant l'activité et pendant l'activité. Et beaucoup se focalisent sur le pendant l'activité pour dire qu'ils font l'assurance qualité. Ça m'amène à parler maintenant du contrôle qualité. L'objectif du contrôle qualité, c'est d'identifier et corriger les défauts après qu'ils se sont produits. Je reviens toujours sur notre exemple, malgré tout ce qu'on a fait, ils ont respecté les procédures, ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire. À la fin, on a peut-être le livrable ou bien on n'a pas totalement ça. Donc, à partir de ce niveau, on ne parle plus de l'assurance qualité, mais on parle de contrôle qualité. Puisque le contrôle qualité se focalise sur la vérification et le test des livrables par le projet pour s'assurer qu'ils répondent aux spécifications et aux attentes. Voilà pourquoi je disais tantôt que le contrôle qualité intervient en aval de l'activité. Donc, on a les tests techniques et fonctionnels, on a les inspections, on a les revues des livrables, la vérification des critères d'acceptation et analyse des incidents. Donc, on va prendre un à un et le contrôle qualité finit toujours par des recommandations. Et il y a beaucoup d'outils, mais demain on va voir quelques-uns. Il y a beaucoup d'outils qu'on utilise quand on fait le contrôle qualité qui a problème, les outils qu'on utilise pour pouvoir corriger ces différents éléments. Je pense que maintenant, ça doit être clair chez tout le monde. Je vais encore aller plus loin et c'est là que je vais m'arrêter pour qu'on puisse passer aux questions. En termes de nature, l'assurance qualité est préventive, alors que le contrôle qualité est réactif. Préventive, je l'ai déjà expliqué parce que les actions que nous faisons, nous voulons que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous voulons que tout se passe dans de très bonnes conditions, puisque quand l'assurance qualité est très bien faite, au bout du rouleau, on arrive à situer facilement les responsabilités. Donc, le contrôle qualité va venir alors pour être plus pointu et vraiment plus clair. Et là, nous avons des recommandations très intéressantes. Le focus, l'assurance qualité, c'est processus, puisqu'on a dit qu'il faut élaborer des documents, il faut élaborer des politiques, des procédures et autres, comment il faut suivre, comment il faut faire des choses et se rassurer que les gens vont suivre vraiment ces choses. Alors qu'au niveau de contrôle qualité, c'est beaucoup plus les livrables. On a prévu installer ou bien construire des pompes dans une communauté donnée. Est-ce qu'à la fin, les pompes sont là? Oui. Est-ce que les pompes là respectent les critères? On avait dit que c'est des pompes qui seront pressées avec la main, alors qu'on a vu des pompes qui sont pressées avec le pied. On a dit que c'était des pompes d'une hauteur de telle, alors qu'on a remarqué que c'est une hauteur de telle qui est appliquée. Donc, on va beaucoup plus dans les détails. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Oui, la pompe a été construite en suivant très bien les procédures et autres, mais la pompe qu'on vient voir ne répond pas aux pompes qu'on a
attendait. Donc, en termes de contrôle qualité, on va faire des recommandations, ainsi de suite, ainsi de suite. Le moment d'application, je vous l'ai dit, l'assurance qualité, c'est pendant toute la durée du projet. Ça veut dire que si le projet commence aujourd'hui, l'assurance qualité commence aujourd'hui. Si l'activité commence aujourd'hui, l'assurance qualité, si l'activité commence aujourd'hui, l'assurance qualité commence aussi aujourd'hui. Alors que le contrôle qualité, c'est au point de contrôle spécifique. Puisque quand on dit projet, c'est des objectifs, c'est des résultats, c'est des activités. Ça veut dire qu'à chaque niveau de la logique d'intervention du projet, on va faire et l'assurance qualité et le contrôle qualité. Et à la fin du projet, on va faire le contrôle qualité d'ordre général. En termes d'objectifs, l'assurance qualité va nous permettre de pouvoir éviter les défauts. Pas une bonne application, ça va nous permettre d'éviter les défauts avant de livrer ce qu'on a à livrer. Mais le contrôle qualité va nous permettre d'identifier, de corriger les défauts après avoir livré. Et en termes de responsabilité, l'assurance qualité se fait souvent par le suivi évaluateur. Si vous êtes suivi évaluateur, vous devez forcément avoir des notions en gestion de la qualité, je l'avais dit. Si vous êtes aussi gestionnaire de projet, vous devez aussi le faire. L'assurance qualité incombe souvent le manager, c'est-à-dire le chef projet ou bien le chef programme ou bien le suivi évaluateur. Alors qu'au niveau du contrôle qualité, c'est souvent confié au contrôle de qualité. Généralement, les consultants, quand nous faisons par exemple, on recrute des consultants par exemple pour venir faire l'évaluation. Quand ils viennent pour faire l'évaluation, c'est une autre forme de contrôle de qualité puisque là, ils viennent avec un œil extérieur. Donc, eux, ils vont voir les différentes conformités, ça respecte ou pas, faire des recommandations et on vous relance. Et après, ils viennent, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci à tout un chacun. Passe maintenant aux questions. Je viens de finir mon exposé. Maintenant, si vous avez des questions, on va faire les échanges maintenant dans l'ordre. Vous allez lever la main et quand vous levez la main, vous posez votre question. Si c'est une question, vous précisez que c'est une question. Si c'est un commentaire, un ajout, vous précisez que c'est un ajout et on va partager des expériences ensemble. Oui, Monsieur Gaston a levé la main. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour la parole. Et je vous remercie encore une fois de plus pour votre intervention brillante. On vous a vraiment suivi avec intérêt d'ailleurs. Je vous ai pris en cours, mais je ne suis pas sorti tel que je suis entré au début. J'ai vraiment retenu quelque chose et surtout, là où je vous ai atteint, lorsque vous avez parlé de l'assurance qualité et contrôle qualité. Et ma préoccupation tout de même est celle-ci. Ne voyez-vous pas que il risque d'y avoir une petite confusion entre l'assurance qualité et les suivis évaluation? L'assurance qualité et le suivi évaluation. Oui. Parce que quand je regarde, j'ai bien vraiment compris que l'assurance qualité est, dès que démarrent les activités, elle démarre aussi. C'est comme les suivis évaluation. Quand démarre un projet, il y a déjà les suivis qui commencent déjà, les suivis qui est en cours. Et puis, c'est vrai que nous, on a suivi la formation du management. Je sais que l'évaluation est périodique. Et j'ai compris que les contrôles qualité, lui aussi, se réalisent à la fin, des activités. Et quand je tourne encore de l'autre côté pour les suivis évaluation, je sais que non, il y a une évaluation. Je crois que si je ne me trompe pas du terme, c'est ex post. Donc, l'évaluation qui se fait après la fin du projet. Tout au plus tard, vous l'avez toujours insisté, vous l'avez même insisté ici,
tout au plus tard 2 ans après la fin du projet. Et c'est une évaluation qui se fait juste pour voir l'impact du projet. Donc, voilà un peu ce qui a été ma préoccupation quand je regarde tout ce que j'ai comme notion, bien sûr encore théorique, sur le management et suivi et évaluation des projets par la pratique avec M. Jacques Tayora. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une confusion entre peut-être les interventions, bien que vous avez dit aussi que non, c'est le chargé du suivi évaluation ou le suivi évaluateur qui est chargé de la qualité, ou soit le chargé du programme ou le manager du projet. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais poser comme question. Merci, M. Gaston, pour la question. Oui, il y a autre question, s'il vous plaît. Autre intervention. Commentaire aussi, surtout. On va collecter toutes les questions et après on va répondre ensemble. La question de M. Gaston, c'est: est-ce qu'il y a une différence entre l'assurance qualité et le suivi évaluation? Avec les explications qui ont été données, il y a encore des zones d'ombre. Voilà la question qui a été posée. S'il y en a qui peuvent répondre de par ce que j'ai dit dans le cours, ça sera vraiment intéressant. Hein? S'il y en a dedans qui ont une idée de par le cours qu'ils ont suivi, ils peuvent aussi essayer. La différence alors entre l'assurance qualité et le suivi évaluation. Quelqu'un peut essayer? Ok. L'assurance qualité, on a défini, voilà, M. Galbert veut essayer. Oui. M. Galbert, c'est maintenant. Ok, donc je vais essayer. Le suivi évaluation, quand on parle de suivi évaluation, il faut avoir en ligne de mire le triade, c'est-à-dire la qualité, le coût et le délai. Donc, le suivi évaluation va embrasser ce triade-là. Alors que quand on parle de management qualité, voilà, d'assurance qualité, c'est un volet du management qualité. Donc, comme le suivi évaluation embrasse le triade, on va dire l'assurance qualité alimente le suivi évaluation. C'est-à-dire l'assurance qualité, on va dire, c'est une partie du suivi évaluation, alors que le suivi évaluation est un peu plus large et embrasse le coût, le délai, la qualité, selon moi. Super, c'est très bien dit. Et si vous avez compris ma logique, je vais aller un peu plus loin sur ce que M. Galbert a dit. Quand vous prenez suivi évaluation, vous allez voir que l'assurance qualité se positionne au niveau du suivi. Et le contrôle qualité se positionne au niveau de l'évaluation. Suivi évaluation. Autrement dit, on pouvait dire assurance qualité, contrôle qualité. Donc, il y a une différence. Tel que M. Galbert a su très bien le dire, l'assurance qualité est une partie du suivi évaluation. Pareil aussi pour le contrôle qualité. Ça veut dire que faire le contrôle qualité plus le contrôle qualité, faire l'assurance qualité plus le contrôle qualité, on est en train de faire le suivi évaluation. En termes simples, si vous faites l'assurance qualité en amont et pendant l'activité, à la fin, vous faites le contrôle qualité, ça veut dire que vous faites le suivi évaluation. Mais à l'intérieur, ce qui va faire une légère différence, ce sont les outils qui sont utilisés pour l'assurance qualité, les outils qui sont utilisés pour le contrôle qualité et les outils qui sont utilisés pour le suivi évaluation. Je pense que M. Gaston a déjà suivi
la formation en suivi et évaluation et on a vu beaucoup d'outils là. Vous allez voir que, bon, on n'a pas encore vu les outils d'assurance qualité, de contrôle qualité, mais demain, quand on va voir ça, vous pourrez faire nettement la différence entre les différents outils, puisque ce sont les outils qui les diffèrent en réalité. Quand vous prenez le management de la qualité et que vous prenez le suivi évaluation, dans la mise en œuvre, c'est pratiquement la même chose. Mais quand on se réfère aux outils qu'on utilise pour pouvoir aboutir à l'objectif de chacun d'eux, c'est ça qui fait un peu ou bien légèrement la différence. Puisque au niveau de l'assurance qualité, au niveau du management de la qualité, c'est régi par une norme. Alors qu'au niveau de suivi évaluation, là, c'est beaucoup plus des outils. Donc voilà encore une autre différence. Donc, en termes clairs, ce que vous allez retenir, l'assurance qualité est une partie du suivi évaluation. Voilà pourquoi on dit que ces deux-là, que ce soit l'assurance qualité, le contrôle qualité, relèvent de la responsabilité du suivi évaluateur. OK. Autre intervention? C'est calme aujourd'hui, hein? Généralement, pour les formations, on a souvent assez de débats que nous faisons souvent. Mais aujourd'hui, c'est un peu calme. Les commentaires, on est ouvert aux commentaires. Oui. On va aller dans l'ordre. Donc, levez la main pour qu'on puisse suivre l'ordre. Oui, monsieur Galvin. Oui. Par rapport au management qualité, et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsque, par exemple, je suis sur un projet en cours et qu'un nouveau sous-traitant rejoint le groupe? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que ce sous-traitant se mette vraiment au pas par rapport aux procédures d'assurance qualité? Je ne sais pas ce que vous mettez dans sous-traitant. Par exemple, une entreprise générale qui prend des travaux et sollicite une autre entreprise qui prend une partie des travaux, à qui il cède une partie des travaux pour exécuter. Toujours dans son compte, en fait. Je comprends Oui. maintenant. OK. Voilà. Pour votre question est de savoir comment, si vous, par exemple, en tant que l'entreprise mère, vous avez une démarche qualité et qu'une autre Voilà. entreprise venait pour sous-traiter ou bien vous voulez sous-traiter avec cette entreprise, comment faire Avec cette entreprise. pour que cette entreprise Ouais. s'intègre à votre démarche qualité? C'est ça, hein? Qualité. Et répondre correctement aux exigences du projet en termes de qualité. Le premier niveau doit être au niveau du recrutement de ce sous-traitant. Si le recrutement est très bien fait, vous êtes sauvé. Mais si le recrutement a été fait sur la base du clientélisme ou bien de connaissances ou bien par affinité, vous aurez tous les problèmes du monde. Donc, c'est le premier niveau de filtre ça. Si l'entreprise que vous prenez comme en sous-traitance, cette entreprise respecte les normes et a les compétences qu'il faut, c'est que c'est déjà intéressant pour vous. Ça veut dire qu'à ce niveau, déjà, vous êtes en train de faire l'assurance qualité. C'est le premier niveau. N'oubliez pas, et j'insiste, on parle d'assurance qualité en amont et pendant. Donc, si dès le recrutement déjà de l'entreprise, c'est déjà de l'assurance qualité. Est-ce que cette entreprise-là respecte les normes à l'agrément ou bien à les documents qu'il faut pour pouvoir faire l'activité? Est-ce que l'entreprise dispose surtout des compétences nécessaires pour pouvoir faire l'activité? Est-ce que l'entreprise aussi a aussi des expériences? Est-ce que l'entreprise, peut-être que pour exécuter le projet, il faut avoir au moins 15 années d'expérience alors que l'entreprise vient de naître, vous voyez qu'il y a problème. Donc, c'est le premier niveau de filtre ça. Ça fait 1. Le deuxième niveau de filtre, c'est un cadrage. Une fois que le recrutement a été très bien fait, vous passez maintenant au cadrage.
Et c'est au niveau du cadrage que vous présentez maintenant à l'organisation avec laquelle vous le sous-traitez quelles sont les normes en termes de qualité de votre structure. Et vous allez leur présenter ces différentes normes en termes de qualité de votre structure dans les détails avec toutes les explications possibles. Une fois que toutes les normes sont présentées, c'est d'aussi faire aussi ce qu'on appelle un listing des grands principes de votre entreprise. Il faut faire la différence entre les normes et les principes. Donc, des grands principes de votre entreprise. Et terminer maintenant par le cahier de charge. Donc, une fois que vous avez présenté tout ceci, vous allez maintenant au cahier de charge. Qu'est-ce qu'ils ont à faire concrètement? La sous-traitance, c'est-à-dire quel est le contenu de la sous-traitance. Vous présentez clairement le contenu de la sous-traitance. Une fois que tout cela a été fait, après le cadrage, il faut leur donner un temps d'assimiler tout ce que vous avez présenté au moment du cadrage. Généralement, ça peut varier jusqu'à 1 mois. Surtout quand c'est des entreprises de BTP ou bien des entreprises des usines de fabrication et autres. Le maxi, c'est 1 mois pour leur donner le temps de pouvoir cerner encore les contours. Et quand ils finissent cette période-là, vous allez maintenant à l'étape du test. Une fois qu'ils ont déjà, vous êtes rassuré qu'ils ont assimilé, vous les testez d'abord. On suppose que c'est un produit qui doit vous aider peut-être, vous avez suffisamment de commandes, ils produisent le même produit que vous et vous voulez qu'ils vous aident aussi. Donc, eux, ils ont leur manière de faire. Vous avez déjà présenté, vous, votre manière de faire, les formations, les outils, tout. C'est de les amener à pouvoir faire 2 ou 3 exemplaires. Donc, ils le font et là, vous faites un petit contrôle qualité pour voir est-ce que ça respecte vraiment les normes de votre entreprise, les exigences de votre entreprise? Est-ce que ça peut aller? S'il y a des actions correctives, vous proposez des actions correctives jusqu'à ce que vous ayez un élément propre au moment du test. Et ce n'est qu'après ça que vous les lancez. Tout ce que je viens de citer là, c'est ça que j'appelle en amont. L'assurance qualité se fait en amont. Tout ce que je viens de citer, c'est en amont. Maintenant, dès qu'ils vont commencer maintenant par faire les premières commandes, ça on va parler de pendant. Donc, quand ils seront en train de faire, au fur et à mesure, vous suivez pour voir est-ce qu'ils respectent les politiques, les procédures, les protocoles, les processus, tout ça là, est-ce qu'ils respectent ça? C'est l'assurance qualité qu'on est en train de faire. S'il y a des moments où ils ne respectent pas, il faut ajuster, il faut apporter des nouveaux éléments et autres. Et à la fin, vous vérifiez, vous faites le contrôle qualité. Si vous faites comme ça, il n'y a pas, l'entreprise avec laquelle vous allez sous-traiter ne peut que vous sortir de très bons résultats. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est mon oncle qui a ouvert, c'est ma soeur qui a ouvert, c'est ma belle-soeur. On prend et on bâcle l'étape en amont de l'assurance qualité et on commence par pendant. Et c'est après, quand on a un produit non conforme, on commence par se poser des questions. Est-ce qu'il faut recruter encore une autre entreprise? Est-ce qu'il faut? Donc, dans ces conditions, on ne peut pas parler d'assurance qualité. Et quand il n'y a pas assurance qualité, le contrôle qualité est biaisé. Puisque sans assurance qualité, au niveau du contrôle qualité, on s'embrouille. Puisque rien n'est ordonné, tout est désordonné. On ne sait même pas par où commencer. Puisque le contrôle qualité se base sur les processus, les procédures et autres. Pour pouvoir contrôler qu'un produit est conforme, il faut avoir ce qu'on devait avoir. Et ce sont les processus, les procédures qui expliquent ce qu'on devait avoir. Et c'est par rapport à ça qu'on fait l'analyse pour pouvoir savoir si ce que j'ai devant moi là est conforme ou pas. Et ce que je viens de dire là, c'est l'assurance qualité qui le fait. Donc, si l'assurance qualité n'a pas fait son travail, il n'y aura pas de contrôle qualité efficace. J'ai été long, mais j'ai voulu quand même rentrer dans les détails pour vous permettre de mieux comprendre. C'est clair, monsieur Gilbert? Allô? On est ensemble? C'est clair, monsieur Gilbert? Hey, Galbert, je vais dire. C'est Gal. Désolé. Oui, c'est bien compris. Monsieur Apollinaire, a levé la main. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Ok, moi je vais
Après, je vais revenir que en acte. Ce que je voulais demander, est-ce que à la fin, on peut avoir le support pour pouvoir relire le cours? Ok. Merci pour la question. Merci pour la question. Pour les cours gratuits, oui, pour les cours gratuits, c'est pour cela qu'on demande aux gens de noter. On ne partage pas souvent les modules aux cours gratuits. Mais quand vous passez au cours payant, on peut mettre le document à votre disposition. Voilà pourquoi en amont, je disais aux gens, notez ce que vous avez à noter. Merci de me le préciser. Je devais préciser en son temps que le document n'est partagé qu'à ceux qui passent du niveau gratuit au niveau payant. Pareil aussi pour l'attestation de formation, puisque quand on finit la phase gratuite, il y a certaines personnes qui désirent avoir l'attestation aussi, qu'on délivre aussi. Donc voilà un peu. Si vous ne passez pas à l'autre étape, on ne peut vraiment pas partager le document avec vous. Merci. Autre question encore? Merci. Il y a autre question pour moi, s'il vous plaît? Oui, monsieur Gaston. Oui, je voulais parler du chargé de la qualité ou responsable de la qualité. Il y a une entreprise brassicole qui produit beaucoup de boissons que vous connaissez ici en RDC, notamment les Skoll, tout ça, Primus, ainsi de suite, Bralima. Mais souvent, ils engagent périodiquement presque les chargés de la qualité. Rarement, je le vois vraiment chercher quelqu'un qui est chargé de suivi et évaluation, par exemple. Alors que nous, on vient de voir que souvent, dans la plupart des cas, c'est le chargé ou le suivi évaluateur qui s'en occupe de la qualité. Pourquoi? C'est parce que la qualité ou l'assurance qualité, c'est une partie incluse dans les suivis évaluations. Ça, c'est vraiment mon constat. Hein? C'est comme ça que je voulais être fixé par le maître que vous êtes, l'expert. Parce que bientôt là, nous allons vraiment fouiller par-ci, par-là pour défendre la formation que nous avons eue, où nous sommes en train de chuter petit à petit. Okay. Voilà. Généralement, pour les entreprises qui produisent, comme les entreprises des usines, comme vous l'avez dit, et autres, chez eux, c'est très important d'avoir un manager de qualité, puisque là, on a des intrants, c'est-à-dire des matières premières qui sont utilisées pour pouvoir ressortir un produit pour la consommation. Donc là, il y a l'hygiène qui est mis là en jeu. Il y a aussi un certain nombre de critères, parce que pour chaque produit, si je prends par exemple la bière, pour chaque produit a sa fiche technique. Et dans sa fiche technique, il y a des matières premières qu'il faut utiliser, l'ordre qu'il faut utiliser jusqu'à ce que la bière sorte, par exemple. Donc, le manager de la qualité, lui, se rassure que ces différentes étapes-là sont suivies, que les matières premières qu'il faut sont utilisées et que ils sont suffisamment approvisionnés pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la fabrication. C'est bien utilisé, les étapes sont respectées. En termes d'hygiène, tout est respecté. Le produit qui est sorti est conforme au produit qu'on attendait, est conforme à ce qu'on espérait. Donc lui, c'est son job, ça. Il est là pour suivre par rapport à ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que généralement dans les projets de développement, le livrable n'est pas forcément un produit tangible qu'on va toucher. Généralement, les projets de développement, c'est beaucoup plus
la prise de conscience. Et en management de projet, je vous disais que pour dire qu'un projet est un projet de développement, c'est 3 aspects. Premièrement, la prise de conscience. Deuxièmement, l'aptitude qu'on donne à ces personnes qui ont pris conscience. Et enfin, c'est que grâce à ces aptitudes, ils arrivent à répondre eux-mêmes aux différentes contraintes, ce qui améliore leurs conditions de vie, leurs revenus et autres. Donc, dans ces cas, le livrable n'est pas quelque chose de tangible qu'il faut toucher, mais le livrable est beaucoup plus au niveau du changement de comportement, au niveau du changement du bien-être, au niveau du changement du milieu de vie, au niveau d'une cible donnée. Donc là, la qualité est beaucoup plus dans la conformité de l'exécution des activités. Or, dans une entreprise, que ce soit BTP ou bien que ce soit une entreprise de fabrication, là, c'est tangible. Quand je prends une entreprise de BTP, par exemple, pour construire des immeubles, par exemple, il y a une étude de sol qu'il faut faire. Il y a tel dosage qu'il faut utiliser. Il faut tel. Il y a tel fer qu'il faut utiliser. Il y a des fiches techniques pour chaque opération qu'il faut mener dans une construction donnée. Donc, le manager de la qualité, là, lui, va s'assurer que tous ces éléments-là sont respectés. C'est comme si on fait un immeuble et l'immeuble, on voit 2-3 jours après, on remarque que tout l'immeuble est à terre. La première personne qu'on attaque, c'est celui qui est chargé de la qualité, puisque c'est lui qui est chargé de voir les différentes conformités. Si par exemple on veut faire une dalle, quels sont les dosages qu'il faut utiliser, combien de cailloux il faut utiliser, le ciment et le sable, le dosage, combien ainsi de suite, les fers qu'il faut prendre. Donc tout ceci, il est censé s'assurer que c'est respecté. Donc le cas échéant, il va répondre. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est des gars qui vont facilement en prison. Les managers de la qualité, c'est des gens, comme on le dit souvent, c'est des gens qui ont déjà un pied en prison. Au Bénin, l'année passée, on a eu ça par rapport au jus d'orange qu'on envoyait. Quand ça a eu des problèmes, ceux qui s'occupent de la qualité et autres, ils ont payé cher. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est des postes vraiment où on peut vraiment aller facilement en prison et même faire même sa vie facilement. Donc voilà pourquoi il faut être vraiment rigoureux, pas de complaisance, il faut être vraiment rigoureux en termes de management de la qualité. Oui, les femmes qui sont avec nous, nous avons Madame Latina Yami, et nous avons Madame Karimatou, on a Madame Kwandeka qui est là. Vous ne réagissez pas. Anifatou Bioyo aussi avec nous. Elle ne réagit pas. Oui, Monsieur Gaston. Bon, merci beaucoup, monsieur Jacques. Par rapport au dernier point que vous venez de toucher là où nous sommes en pleine capitale, à Kinshasa, la capitale de la RDC, il n'y a pas moins, c'est là où nous passons pour entrer ou sortir ou quitter les grands marchés centraux de Kinshasa, comme vous l'entendez souvent. Donc, il y a un immeuble. Et tout de suite, là, je comprends que c'est dû au problème de l'assurance qualité. Parce que l'immeuble a été prévu, il semble, d'avoir 2 niveaux. Et le monsieur, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'imposer au constructeur pour lui dire, écoutez, monsieur, laissez vos théories là. Allez-y jusqu'à 5. Et puis, ils sont arrivés jusqu'à 5. La conséquence, l'immeuble s'est écroulé à quelques mois seulement de l'inauguration. À 5 niveaux. Donc, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est non loin de l'avenue Kasavubu. Et c'est à quelques mètres de la maison communale de Kinshasa. Donc, actuellement, on est en train de démolir cet immeuble-là petit à petit et ça prend le temps parce que maintenant, c'est plus de 2 mois qu'on est en train de le démolir.
parce qu'il y a une intervention de l'État, ainsi de suite. Donc, je comprends tout de suite et là, je fais asseoir vraiment les peu de notions que je viens d'obtenir ce soir ou cette nuit à travers ces modules vraiment en format gratuit sur l'assurance qualité et le contrôle qualité. Je comprends que c'est vraiment important. Mais j'avais quand même un petit conseil peut-être à vous demander. Comment, sur le plan pratique, peut-être que ça ne cadre pas tellement avec les modules d'aujourd'hui, comment à votre niveau en tant qu'expert, praticien, vous êtes expérimenté, je ne sais pas vous vanter maintenant, comment peut-on contourner la grande question d'expérience pour arracher comment on appelle ça, les offres ou les emplois au niveau des organismes non gouvernementaux? Parce que c'est une question très importante. Vous vous approchez comme ça. Vous pouvez avoir des notions que vous avez eues à travers groupes de formation, les cabinets de formation, groupes innovation. Mais on vous dit, écoutez, messieurs, nous cherchons bien sûr un chargé de la qualité, mais vous devez avoir l'expérience de 3 ans. Comment contourner? Parce que c'est une question très, très, très fréquente. Les offres, je vous ai toujours dit, par exemple, en RDC, et comme peut-être dans tous les pays sous-développés ou en cours de développement, comme on peut les appeler, il y a toujours beaucoup d'offres, il y a toujours beaucoup des organismes non gouvernementaux, surtout internationaux, mais cette question vraiment décourage même certains, si vous me passez le terme, décourage même certaines personnes. Quand quelqu'un regarde comme ça, les restes du profil, il peut répondre. Mais quand on lui dit non, écoutez, voici les conditions. Il faut avoir l'expérience telle. Il faut avoir été tel. Il faut avoir fait tel. Alors que lui en a au moins les notions qu'il a reçues à travers les groupes Innovation Bénin. Qu'est fait M. Jacques Tayoura? Est-ce que vous avez des conseils vraiment pratiques pour nous aider tous avec les amis et peut-être autour d'une dizaine de personnes qui sont en train de vous suivre actuellement? Merci. Merci pour la question. C'est vrai qu'il y a une partie qui ne fait pas l'objet de ce cours, mais quand même, comme on n'a pas de questions, je vais répondre. Aujourd'hui, la question de l'emploi, c'est vraiment un milieu saturé. Aujourd'hui, vous allez comprendre que les profils se créent de jour en jour. Hier, on ne parlait pas du management de la qualité ni du management du projet. Et j'ai déjà fait l'historique sur ces points-là dans les cours passés, ce qui a amené à cela. Et il faut dire que c'est parce que le marché est saturé et le besoin est grandissant et l'offre actuelle n'arrive pas à répondre aux besoins. Nous accompagnons des gens pour des offres et autres. Et je pense que M. Gaston, vous êtes témoin. Il y a plusieurs personnes qu'on a accompagnées comme ça. Je vais vous donner un conseil. Peu importe le recrutement qu'on lance et le profil qu'on vous demande, une fois que vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas le profil, faites-vous accompagner par un expert et ça va toujours marcher. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, vous avez peut-être le profil et vous n'avez pas l'expérience ou bien vous n'avez pas peut-être les aptitudes nécessaires pour pouvoir peut-être jouer pleinement votre rôle au cas où on vous recrutait, puisqu'on parle souvent d'un mois, de 2 mois d'essai et autres. Faites-vous accompagner par un expert. Nous, notre cabinet, on accompagne et on a accompagné plusieurs personnes aujourd'hui qui travaillent dans des organismes internationaux. Donc, il suffit juste de nous contacter et de partager l'offre avec nous. Nous, on va travailler sur votre CV, travailler votre lettre de motivation et vous donner quelques conseils pratiques que vous allez suivre et vous allez voir
vous aurez une suite, à moins qu'on ne lise pas. Sinon, si on lit votre CV, on lit votre lettre de motivation, vous devez forcément passer. En tout cas, jusqu'ici, c'est pas que je nous vante, on n'a pas encore formulé un dossier qui a été lu et que jusqu'ici, on fait même un suivi au niveau de la structure pour pouvoir voir comment les choses se passent. On accompagne aussi en ces termes. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Le second conseil, c'est que il faut toujours chercher à apprendre. Il faut toujours chercher à aller loin. Les informations d'aujourd'hui, demain seront obsolètes. Pour la première vague de management de qualité, pour ceux qui ont suivi, vous allez voir que le contenu que j'ai présenté aujourd'hui est différent. Le 25 février prochain, nous allons démarrer avec la 6e promotion de certification en management de projet et suivi évaluation. Le contenu qu'on a présenté pour la 5e promotion serait différent parce que les notions s'actualisent. Donc, vous devez vous mettre au pas au jour le jour. Donc, au jour le jour, faites partie des groupes, par exemple, d'information, des grands forums, des grands colloques, ainsi de suite. Moi, je suis dans une représentation, par exemple, où je paye 380 000 par an. Donc, ce qui me permet de pouvoir actualiser mes informations, surtout dans le domaine de la gestion de projets. Ce qui fait que quand il y a des rencontres en ligne au niveau international avec des grands experts, que ce soit anglophones ou bien allemands et autres, je suis toujours invité puisque je paye toujours. Donc, c'est des forats comme ça qu'il faut vraiment participer pour être au pas de l'information. Aujourd'hui, parfois on trouve que nos formations sont chères, c'est parce que nous-mêmes nous déboursons assez pour pouvoir participer à des niveaux donnés pour acquérir de la connaissance. Et si nous avons cette connaissance, on ne peut pas venir et donner ça comme ça. C'est vrai qu'on propose aussi des prix et des contenus qui sont nettement mieux que tout ce qu'on voit sur la toile. Donc, vous devez vraiment apprendre. Je ne vous dis pas forcément de suivre nos modules de formation, mais des phases gratuites, là, vous pouvez vraiment faire l'effort d'au moins suivre ça. Et quand vous aurez les moyens ou bien le temps nécessaire, vous pouvez participer aux phases payantes. Mais toutes les fois que vous avez la chance de pouvoir participer à des formations sur des thématiques données, allez toujours pour pouvoir, vous aurez toujours un plus, vous aurez toujours quelque chose à gagner. Et ces connaissances vont vous permettre de pouvoir vraiment avancer. Je crois en mars, on est en train de prévoir un renforcement de capacité pour tous ceux-là qui cherchent d'emploi et autres sur un certain nombre de thématiques données, comment rédiger un CV, une lettre de motivation, comment gérer un entretien et autres. Donc, on est en train de prévoir ça puisque la demande est tellement forte, on nous écrit chaque fois, donc c'est en train de vraiment nous surcharger. Donc, on est en train de proposer cela pour aussi permettre aux gens de gérer certaines choses par eux-mêmes et nous allons faire juste l'accompagnement. Donc, si vous avez des offres et autres, et là où c'est intéressant chez nous, c'est que quand vous venez chez nous, vous nous comptez. D'abord, si vous avez suivi une de nos formations payantes, c'est gratuit pour vous. Si vous avez suivi une de nos formations payantes une seule fois de votre vie, pour toutes les autres offres que vous aurez à avoir, c'est qu'on vous accompagne gratuitement et beaucoup en ont bénéficié. Mais si vous n'avez jamais suivi notre formation, quand vous venez, vous payez une caution. Vous payez une caution, ça dépend du poste que vous aspirez, donc qui varie de 30 à 50 000 que vous versez. Et on vous accompagne durant tout le processus. Quand vous arrivez à l'étape entretien, les frais ne sont plus remboursables. Pareil aussi si vous êtes recruté. Mais si vous ne dépassez pas l'étape entretien, c'est-à-dire si on prend par exemple quelqu'un, il aspire par exemple pour un poste de directeur par exemple, il paye la caution de 50 000, on l'accompagne. S'il n'est pas retenu même pour la première sélection, on lui retourne son argent. On lui retourne. Il y a plusieurs personnes qui ne nous croyaient pas. Mais quand ils ne sont pas retenus, on leur a versé leur argent.
et ils ont eu d'autres opportunités et par la grâce de Dieu, ils ont été retenus dans ce cas, ils n'ont pas été restitués. Donc, voilà un peu les deux formules. Voilà pourquoi beaucoup essaient de souvent suivre au moins une de nos formations. Ils savent que, bon, pour les autres offres, ils ont l'accompagnement, tout. Ce qui est encore intéressant dans ça, il y a même une dame actuellement qui est dans ça, qui a postulé pour une organisation internationale que nous avons accompagnée et par la grâce de Dieu, ça a marché. Et le poste pour lequel elle a été recrutée, elle me met, c'est que bon, elle ne peut vraiment pas assumer ce poste. Donc, on l'a proposé de l'accompagner pendant 6 mois. Donc, ce qui fait que actuellement, tout ce qu'elle a à faire quand on lui demande, c'est nous qui faisons cela à sa place. Donc, et on organise des séances en ligne et on lui explique ce qu'il faut faire. Et par la grâce de Dieu, elle est en train de bien évoluer. Donc, pendant 6 mois, on aura travaillé avec elle et pour l'accompagner. Donc, il y a ces possibilités-là aussi. C'est pour cela, à l'entame, je vous disais, peu importe le niveau que vous avez, si vous avez la conviction de pouvoir essayer, venez vers nous, on vous accompagne. Si vous êtes retenu et que vous n'avez pas les aptitudes, on va vous accompagner ou bien vous proposer des formations pour vous permettre d'avoir ces aptitudes-là et vous êtes au point et ça va vous permettre de continuer. Donc, il y a plein comme ça qui sont à des postes de responsabilité donnés, qui ont le diplôme, mais de manière pratique, rien, mais que nous nous accompagnons. Donc, quand ils ont des tâches à faire, des choses qu'on leur demande, ils nous écrivent rapidement. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour pouvoir travailler par rapport à ça. Et je suis la représentation, c'est pas que c'est moi qui fais tout. Donc, j'ai aussi des collaborateurs aussi qui sont là. Par exemple, en comptabilité, je ne connais pas grand-chose. Si c'est le domaine de la comptabilité, par exemple, on a un expert comptable qui est là. Il gère ça. Il y a aussi beaucoup de domaines comme ça où je ne connais pas grand-chose. Quand c'est dans ce domaine, il y a aussi des collaborateurs qui interviennent pour pouvoir accompagner la personne. Mais l'accompagnement n'est pas gratuit, c'est payant. Vous payez pour l'accompagnement. Merci. J'ai été long, mais bon, j'ai voulu quand même donner assez d'informations pour pouvoir répondre à votre préoccupation, Monsieur Gaston. Maintenant, aucune intervention féminine. Je vais dire merci à M. Alassane, M. Apollinaire, M. Augustin, Bonaventure, Clément, Daouda, Galbert, Gaston, Madame Karimatou, Madame Kwandeta, Madame Latina, M. Lidolf, M. Raoul, M. Valérie, M. Yombo et puis M. Yves. Donc, il est exactement 21h58. Donc, dans 2 minutes, on est censé terminer. J'avais oublié de vous informer que je suis en train d'enregistrer le cours. Pour ceux qui avaient demandé le module de formation et que je disais qu'on ne pouvait pas partager, je peux partager la vidéo avec vous. Donc tout à l'heure, quand on va finir, je vais mettre la vidéo en ligne sur notre chaîne YouTube et je vais partager avec vous. Donc il suffit de m'envoyer, quand on va finir, vous m'envoyez juste un coucou. Mon numéro, c'est le +229 01 66 51 82 26. Donc, quand vous allez m'écrire coucou, dès la mise en ligne sur notre chaîne YouTube, je vais partager le lien avec vous. Et comme ça, vous pouvez peut-être aller suivre encore tout ce qu'on a vu jusque-là à votre rythme. Donc, voilà un peu. Donc, avec ça, vous pouvez voir aussi les documents que j'ai, les pages que j'ai défilées. Si vous avez à noter, vous allez noter à votre rythme. Je peux partager la vidéo avec vous sans aucun souci. Je pense que c'est bon maintenant. S'il n'y a plus rien, on va se dire bonne soirée ou bonne nuit. Et on va prendre le rendez-vous pour demain à 20h. Comme je l'ai dit, demain, on aura à présenter les techniques. On va voir les techniques et voir aussi comment on élabore aussi le plan de gestion de la qualité. Donc, il va falloir que on vienne un peu plus tôt pour pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Oui. Entre-temps, voilà. Je pense que tout va bien. Il y a que quelqu'un a levé la main.
Merci à tout un chacun et on se souhaite une très bonne soirée. À demain. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Monsieur Raoul a levé la main. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.